La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Nous sommes le mardi 5 novembre 2024. Bienvenue dans Grand Angle, une émission hebdomadaire destinée à décrypter les dynamiques politiques, économiques et sécuritaires qui façonnent l'Afrique. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à la visite du président français Emmanuel Macron au Maroc et à la position de Paris sur le conflit du Sahara occidental. Nous parlerons également de la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara occidental. Le numéro d'aujourd'hui est intitulé « France-Maroc, la transaction de la honte ». Alors messieurs, lors de sa visite au Maroc le 28 octobre 2024, le président français Emmanuel Macron a apporté un appui encore plus appuyé à la colonisation du Sahara occidental devant les élus du Parlement marocain et au mépris du droit international, il a réitéré sa reconnaissance de la prétendue marocanité ou souveraineté marocaine sur le territoire occupé et son appui au plan d'autonomie, usant pratiquement des mêmes termes par lesquels il a annoncé à Mohamed VI son revirement le 30 juillet dernier. Macron est allé plus loin dans son appui en annonçant que son pays effectuera des investissements au Sahara occidental occupé illégalement par le Maroc depuis près d'un demi-siècle. De son côté, le Makhzen a fait miroiter à Macron l'ouverture de son marché aux produits et aux investissements français. Rabat lui a promis également de l'aider à reprendre pied en Afrique, où Paris a perdu plusieurs de ses précarés ces dernières années. Des contrats d'un montant de 10 milliards d'euros ont été signés entre les deux parties. Alors, pour parler de ce déplacement qui s'est soldé par une transaction inique, il y a avec nous en direct depuis Oran, seconde plus grande ville d'Algérie, le docteur Ahmed Ben Saada, universitaire et auteur de plusieurs ouvrages. Ahmed Ben Saada est connu également pour être un observateur avisé de la scène politique africaine. Bonjour, docteur Ahmed Ben Saada. Bonjour Monsieur Chafaoui, bonjour à vos invités sur le plateau et bonjour l'Afrique. Merci à vous, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation, Dr Ahmed Ben Saada. Alors, nous serons également accompagnés dans ce numéro par notre confrère du quotidien Le Soir d'Algérie, Tarek Hafid. Tarek Hafid a une maîtrise pointue du dossier du Sahara occidental. Bonjour Tarek Hafid. Bonjour. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Toujours heureux de vous accueillir dans les studios d'Ifriqiya FM. Merci beaucoup. Merci à vous. Comme à chaque numéro de Grand Angle, il y a avec nous Mokran Aïtourabi. Mokran Aïtourabi est journaliste politique. Il travaille beaucoup sur les questions de sécurité en Afrique. Bonjour Monsieur Aïtourabi. Bonjour Monsieur Charfaoui, bonjour à Tarek Hafid et au professeur Ahmed Ben Saada. Merci Mokran Aïtourabi. Bonjour à vous trois messieurs. Alors, avant d'aborder la question du repositionnement de la France sur le conflit du Sahara occidental, revenons d'abord, si vous le voulez bien, sur la santé du roi Mohamed VI. L'état dans lequel il est apparu le lundi 28 octobre n'a-t-il pas pour effet de relancer les spéculations sur son état de santé et sa capacité à continuer à diriger réellement le Maroc ? En accueillant Emmanuel Macron, on l'a tous vu à l'aéroport de Rabat, Mohamed VI était très amaigri et méconnaissable. Il a dû s'appuyer sur une canne pour arpenter les quelques dizaines de mètres du tapis rouge déployé pour l'occasion. Cette fois, le Makhzen aura du mal à nier que Mohamed VI est malade, surtout que son apparition a choqué le Maroc, Ahmed Ben Saada. Alors oui, cela fait pas mal de temps que la santé du monarque marocain fait la une des journaux. Là, on l'a vu, en gros plan, marchant, claudiquant, son visage très très affecté par la maladie. La presse marocaine a voulu nous minimiser un peu la maladie dont souffre son roi. Ils ont annoncé qu'il souffre d'une contracture musculaire, alors je les cite, contracture musculaire au dos due à une sciatique qui affecte la marche et la station debout.
En fait, c'est loin d'être une affection du nerf sciatique. Je citerai par exemple le journaliste espagnol qui est vraiment un grand connaisseur du Maghreb et du Maroc, en particulier Ignacio Sombrero, qui travaille actuellement au Confidentiel, mais qui était avant à El País et El Mundo. Pour lui, en fait, Mohamed VI souffrirait de ce qu'on appelle la maladie de Hashimoto. C'est une maladie auto-immune qui atteint la thyroïde. D'autres sources donnent une sarcoïdose. Une sarcoïdose, c'est un trouble du système immunitaire touchant en priorité les poumons et les ganglions lymphatiques. Donc, c'est une maladie, à mon avis, très grave. Et c'est sûr que cela relance, en fait, toutes les spéculations concernant la capacité du roi à gérer les affaires du pays et aussi qui va venir après lui. Est-ce que ça va être son frère? Est-ce que ça va être son fils? Et tout cela, ça fait des jeux de coulisses, disons, diplomatiques. Chacun mise sur un candidat. Mais ce qui est sûr, c'est que la santé du monarque chérifien est très très chancelante. Mais docteur Ahmed Ben Saada, bon, nous l'avons tous vu à la télévision, la santé de Mohamed VI est déclinante, mais les médias marocains n'en parlent toujours pas, c'est même un tabou, et je dirais même plus, je crois que ce tabou existe aussi en France, parce que tous les médias français qui ont couvert la visite de Macron au Maroc ont très peu parlé de ce sujet. La seule journaliste qui a eu l'audace d'en parler, c'est une journaliste de BFM TV, Neila Latrousse, a été lynchée sur les réseaux, elle a été lynchée sur les réseaux sociaux. Il lui est reproché d'avoir évoqué tout simplement à l'antenne l'état de santé du roi du Maroc. Alors, cela fait quand même quelque temps que nous observons, nous avons constaté que les médias mainstream français sont à la solde du gouvernement. En fait. Ils ne reproduisent que la politique officielle. Il n'y a pas de critique par rapport à tout cela. Et même, il y a eu quelques critiques concernant la visite et l'attitude ou la décision unilatérale, personnelle du président Macron de reconnaître la marocanité du Sahara. Il y a eu quelques critiques de noms quand même connus, mais on ne les voit pas dans les médias. Nous ne les voyons pas dans les médias. On nous présente en fait cette visite et cette reconnaissance comme étant quelque chose de tout à fait légal, de tout à fait normal, alors que ça ne l'est pas, comme on va le discuter tout à l'heure. Absolument. Merci beaucoup, docteur Ahmed Ben Saada. Je reviendrai vers vous dans quelques minutes. Toujours dans le même ordre d'idées, Tarek Hafid. Alors, les images diffusées le lundi 28 octobre 2024 confirment les révélations faites, justement, comme vient de le dire le docteur Ahmed Ben Saada, faites par le journal espagnol El Confidencial, qui a écrit déjà le 15 octobre que la mauvaise santé du monarque ne lui permet plus de poursuivre les affaires courantes de son royaume. Il y a une question qui s'impose presque d'elle-même, Tarek Hafid. Alors, qui dirige aujourd'hui le Maroc? Le système en lui-même permet justement qu'il y ait le Marzen, en tant que système politique, permet justement une forme de gestion, c'est-à-dire plus ou moins sans la présence du roi. C'est des mécanismes qui sont très complexes et qui le permettent. Et il y a bien sûr ensuite donc certaines personnes, que ça soit ses conseillers, que ça soit aussi certains responsables de services de sécurité, ou même peut-être avec moins d'effet le Premier ministre, qui permettent aussi de pouvoir gérer cet État. Et puis bien sûr il y a des personnes qui théoriquement ne devraient pas avoir de responsabilité ou même de pouvoir, que l'on retrouve par exemple un conseiller comme Azoulay qui
gère certaines parties quand même qui sont très très sensibles du Makhzen en tant que système d'État. Ce qui est certain, c'est que, comme l'a dit M. Ben Saada tout à l'heure, c'est que la grande question, c'est le roi va mal, qui va le remplacer? Oui, donc, mais on va en parler justement. C'est ça justement la grande question. Oui. Mais on sent quand même... Alors, il y a des personnes très proches du roi dont le pouvoir est exorbitant. On peut parler par exemple du premier conseiller du roi, Fouad El-Hima, qui est pratiquement omniprésent. Il y a aussi le chef de la police et de la DST marocaine, c'est la direction de la surveillance du territoire, Abdelatif Hamouchi, qui gère au jour le jour aujourd'hui le Maroc. Si on revient à la visite de Macron, la visite de Macron a pour base, c'est-à-dire c'est une opération d'espionnage donc qui a été effectivement organisée par la DST, par les services de sécurité à travers donc ce logiciel israélien donc Pegasus. Si Macron est venu, ce n'est pas parce que Macron n'avait pas le choix. Tout comme Sanchez, pareil aussi, pour cette reconnaissance et cette volonté affichée à travers eux de la France et de l'Espagne de soutenir le plan d'autonomie. Ça s'est fait sur la base d'une opération d'espionnage et donc d'une activité sécuritaire pour faire du chantage. Voilà. Oui, c'est un aspect que nous aborderons tout à l'heure, mais convenez, Tarek Hafid, que le Maroc est resté pendant plusieurs mois en situation de vacances. Mais jusqu'à aujourd'hui. Mohamed VI vit pratiquement en France. Oui, tout à fait. Où il possède plusieurs propriétés, y compris à Paris. Mais quand on voit l'état du Maroc, on prend juste l'état économique du Maroc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Maroc est géré de manière autoritaire, policière, et avec tout ce que cela a provoqué. Mais ça a toujours été le cas. Au Maroc, où il n'y a pas une manifestation de rue, où les gens ne se soulèvent pas pour contester à la fois les choix de politique étrangère de Mohamed VI, mais aussi pour contester, pour dénoncer la situation sociale qui est devenue intenable au Maroc. Mais tout ça, c'est lié aussi à une situation économique qui est désastreuse. Et l'absence justement du roi, l'absence du grand arbitre, fait que effectivement on se retrouve dans cette situation. Et puis il faut pas oublier les gens font aussi, un peu ce qu'ils veulent. Les gens font un peu ce qu'ils veulent et lui-même a mis en place... C'est ce qui rend dangereux le Maroc aujourd'hui. Mais tout à fait, mais c'est lui-même plusieurs cercles de décision. Lui-même a mis en place des mécanismes qui font qu'il a absorbé une grande partie des intérêts économiques du Maroc à travers des entreprises qui ont été créées par lui et pour lui. Oui, le Maroc est géré comme une propriété privée. Mokhali Touarabi, alors dernière question sur cette problématique de la santé de Mohamed VI. Est-ce qu'une abdication de Mohamed VI est un scénario à envisager? Parce qu'on l'a vu à la télévision, ce n'est pas le Mohamed VI que nous connaissions il y a quelques années. Il n'est pratiquement plus que l'ombre de lui-même. Je pose la question car de nombreux spécialistes au Maroc ou du Maroc commencent à envisager cette possibilité. Et s'il abdique, qui pourrait prendre sa place? Est-ce que c'est son fils qui est encore trop jeune, son frère, je ne sais pas, mais on sent quand même qu'il y a une fébrilité au Maroc en ce moment. Oui, effectivement, si justement le roi Mohamed VI est encore là et se maintient au poste, justement, c'est parce que son fils il est encore trop jeune pour lui succéder. Parce que au Maroc, contrairement à d'autres monarchies, l'ordre de succession passe du père au fils. Jusqu'à lorsque Mohamed VI a pris la place de son défunt père en 99, l'ordre de succession n'était pas le même que celui d'aujourd'hui. À l'époque, Mohamed VI n'étant pas marié, donc n'ayant pas d'enfant, avait comme successeur son frère, Moulay Rachid. En 2003, avec la naissance donc, de son fils, l'ordre de la succession a changé. L'ordre de la succession a
changer pour qu'il soit donc le prince héritier soit son fils. Aujourd'hui, de 2003 aujourd'hui, donc il a 21 ans, il est jeune, on le voit à la télé accompagner son père ou d'autres dignitaires de la monarchie pour l'initier justement à cette mission de roi, mais jusqu'à maintenant, il reste trop jeune pour assumer cette responsabilité. Ce qui fait que le roi ça se aiguise maintient. les appétits, Oui, tout à fait. Le roi, jusqu'à maintenant, il n'a pas abdiqué parce que justement, il espère pouvoir encore tenir un peu pour permettre à son fils de lui succéder. C'est aussi la volonté de certains dignitaires proches du roi, mais effectivement les principaux détenteurs du pouvoir actuellement, vous avez cité son chef de cabinet qui était un très proche, ancien ami, camarade de classe aussi. Camarade de classe aussi. Fouad Ali El-Hima qui a un pouvoir incroyable au Maroc, qu'il partage avec d'autres dignitaires. Vous avez cité le Hamouchi. Il y a aussi Yassine Mansouri qui est aussi qui dirige la sécurité extérieure au Maroc. Il y a les sœurs du roi aussi. Il y a les sœurs du roi, j'allais en parler, qui sont là et qui voudraient que leur frère Moulay Rachid prenne le relais. Oui. D'ailleurs, si vous jetez un coup d'œil sur les activités, l'effacement du roi a profité à Moulay Rachid beaucoup plus que au fils de Mohamed VI, dans beaucoup d'activités, notamment à l'international. On voit Moulay Rachid représenter le roi alors qu'il y a le prince héritier qui est là. La raison est toute simple, parce que le prince n'est pas encore prêt pour ça. C'est une situation assez complexe, assez difficile, qui attise les appétits de tous les lobbies qui gravitent autour de la monarchie et qui voudraient placer l'un contre l'autre. Il ne faut pas oublier dans cette donne aussi le rôle d'André Azoulay qui est très influent, malgré son âge avancé. André Azoulay qui est pro-sioniste, et sachant qu'aujourd'hui le Maroc s'est sionisé avec la normalisation, avec tous les accords qu'ils ont signés avec l'entité sioniste, notamment des accords de défense et d'équipement d'espionnage qu'ils ont utilisés, d'autres qui arrivent. Voilà, donc cette question de succession va au-delà de la volonté du roi. Oui, et du Maroc. Moukronet Touarabi, tout cela intervient dans un contexte politique, social, interne extrêmement difficile. Les observateurs les plus sérieux n'excluent pas aussi une explosion générale, une explosion sociale. Le Maroc qui vit au rythme de manifestations depuis la fin de la pandémie Covid-19. Il y a cette normalisation qui ne passe pas aussi. Elle était pratiquement ça a commencé par la normalisation, et maintenant il y a aussi les questions socio-économiques, sachant que des pans entiers de la société marocaine souffrent du chômage, souffrent de la pauvreté. Qui ont sombré dans la il y a la corruption qui a pris des seuils incroyables au Maroc, avec justement cet affaiblissement du roi. Ça a profité à toutes les forces qui sont là pour profiter justement de ces richesses. Oui, merci beaucoup, Moukronet Touarabi. Alors, Ahmed Ben Saada, revenons bien, si vous le voulez, revenons à la visite de Macron et à son appui à la colonisation du Sahara occidental. Comment expliquez-vous le recentrage de la France en juillet dernier, donc un recentrage réaffirmé le 28 octobre ? Alors, à mon avis, il y a deux aspects qui doivent être compris. Premièrement, il y a un aspect concernant la politique intérieure de la France. Vous savez que, en fait, l'extrême droite n'a jamais digéré l'indépendance algérienne et qu'elle disons, une animosité toujours présente, toujours réelle à l'égard de l'Algérie. Par contre, l'extrême droite française voit d'un très bon œil justement ce rapprochement avec le Maroc, et ce rapprochement avec le Maroc tel qu'il est fait, tel qu'il a été pensé par M. Macron,
éloigne la France de l'Algérie, et c'est ce qui est extrêmement dommageable justement parce que nous avons une histoire commune, même si elle est très sanglante, mais nous avons aussi des ressortissants d'origine algérienne qui vivent en France, qui se comptent par millions. Nous avons beaucoup de relations entre les familles et de relations aussi commerciales. Et donc, cet aspect-là de plaire à l'extrême droite française, parce que justement, il y a une droitisation de la vie, de la scène politique française et aussi européenne actuellement. Oui. Donc, ça, c'est le premier aspect. Un autre aspect, disons, c'est que quand on y regarde très bien, notre relation avec la France, elle est entachée de 132 ans de colonisation, une guerre de libération sanglante où nous avons perdu plus d'1,5 million de nos valeureux martyrs, et aussi des millions aussi qui sont morts depuis la colonisation d'implantation, une colonisation de peuplement. Et c'est des millions de personnes, donc c'est pas juste 1,5 million, on compte par millions. Donc nous avons une mémoire qui est, disons, un petit peu qui fait grincer les dents des Français, surtout de ceux de l'extrême droite. Par contre, si on regarde la relation du Maroc avec la France, la colonisation du Maroc ne pose pas ce genre de problème. En fait, certains historiens français disent que le discours de Macron, le discours qui a été fait par Macron au Parlement marocain, il érige le Maroc comme un bon exemple de la mémoire de la culture. En fait, un effet positif de la colonisation. Vous verrez jamais des Marocains se plaindre de la colonisation. Parce que c'était un protectorat. C'était un protectorat, mais quand même, le peuple marocain en a souffert il fête son indépendance. Particulièrement les Marocains du Rif. Exactement. Donc, il y a eu quand même énormément d'exactions. L'histoire n'est pas un long fleuve tranquille, l'histoire entre le Maroc et ça a été complètement balayé. Et donc, la présentation des relations entre le Maroc et c'est une mémoire postcoloniale qui est apaisée, qui n'est pas le même cas, parce que les Algériens ont beaucoup plus souffert que les autres pays colonisés par cette puissance coloniale. Un autre aspect de politique étrangère. En fait, le discours a été clair là-dessus. En fait, la France veut utiliser le Maroc comme cheval de Troie pour revenir en Afrique, et en particulier au Sahel. En fait, elle est sortie par la porte de manière très, disons, disgracieuse et humiliante. Elle revient par la fenêtre. Et elle revient par la fenêtre, par l'intermédiaire justement de cet accord stratégique qu'elle fait avec le Maroc. D'ailleurs, le président Macron a beaucoup parlé d'accords stratégiques, etc. Donc, alors, les pays du Sahel... Accord de partenariat stratégique renforcé. Exactement. Donc, à chaque fois, on ajoute un épithète pour dire que c'est un accord. Mais en fait, les pays du Sahel qui ont expulsé la France de leur territoire, en particulier des pays du Sahel comme les pays de l'AES, comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, doivent vraiment se méfier de cette connivence malsaine du Maroc et de la France, parce que cette connivence malsaine risque de voir la France revenir par d'autres moyens, indirects, etc. Alors, Dr Ahmed Messaada, cet alignement de la France sur les positions marocaines par rapport à la question du Sahara occidental n'est quand même pas passé comme une lettre à la poste en France. Macron a subi quand même des critiques. Alors, des hommes d'affaires qui lui reprochent d'avoir sacrifié les intérêts de la France avec l'Algérie au profit d'un objectif politique interne immédiat aux agendas inconnus. Alors,
là aussi, même Macron, il se fait taper sur les doigts aussi, et également en France. Le journal Le Monde a été extrêmement dur avec le président français. Mediapart, notamment Edoui Plenel, a très critiqué le recentrage français, le journal L'Humanité. Il n'est pas certain aussi que le président français s'en sorte à bon compte avec cette histoire. Oui, donc il y a le revers de la médaille. Il est vrai qu'il y a des médias qui sont quand même, disons, qui veulent que le pays qui est censé être le pays des droits de l'homme respecte un peu la justice internationale. Oui. Vous savez, on en a discuté très souvent dans nos émissions. La cause sahraoui est une cause qui fait l'objet de résolutions à l'ONU. En 1975, il y a eu un jugement de la Cour internationale de justice qui a dit qu'il n'y avait aucune relation entre le Maroc et le Sahara occidental. Et tout récemment, nous avons discuté justement de la Cour de justice de l'Union européenne qui a dit que, en fait, il n'y a aucun accord commercial entre le Maroc et l'Union européenne ne peut se faire au détriment du peuple sahraoui et du vrai peuple sahraoui, pas des gens qui sont venus s'installer après la marche verte. Donc, ce qu'on peut dire de cela, c'est que la France fait honte actuellement parce que c'est un membre permanent du Conseil de sécurité. Exactement. Et si un membre permanent du Conseil de sécurité ne bafoue les lois internationales, c'est qu'il n'y a plus de justice dans ce bas monde. Et autre chose aussi, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que la France reste, en fait, ce qu'on comprend de Macron, malgré son jeune âge, et malgré le fait qu'il nous a dit, quand il est venu en Algérie, qu'on devait tourner la page de l'histoire, la France a toujours gardé son ADN, l'ADN d'un pays colonisateur. C'est un pays colonisateur et qui aide d'autres pays colonisateurs comme le Maroc et comme Israël aussi continue à soutenir le génocide palestinien. Donc, ces trois pays qui sont la France, l'Israël et le Maroc sont des pays colonisateurs et on voit qu'ils travaillent main dans la main. Autre chose qu'il faut savoir aussi dans le même contexte, c'est que si l'entité sioniste est un poste avancé de l'Occident au Moyen-Orient, le Maroc est un poste avancé de l'Occident en Afrique et particulièrement en Afrique du Nord, dans notre région. Donc, il faut comprendre cet alignement géostratégique, ces axes, des noyaux de tension qui veulent être incorporés dans des régions qui devraient être très stables et qui pourraient travailler ensemble pour la prospérité de leur peuple. Très bien. Merci beaucoup, Ahmed Messaada. Tarek Hafid, alors, on justifie beaucoup l'attitude de Macron par des pressions de la droite, de l'extrême droite. N'est-ce pas là, en réalité, aussi un choix de l'État profond français qui est néocolonial, qui considère que il faut qu'il reste en Afrique du Nord et le seul moyen de rester dans cette région, comme le dit le docteur Ahmed Ben Saada, c'est de se servir du Maroc comme un cheval de Troie pour conquérir des territoires ou reconquérir des territoires qu'il a perdus en Afrique. Je pense que le choix on est dans une posture néocoloniale. On est dans une posture néocoloniale, mais coloniale, carrément. C'est-à-dire, je pense que le choix de Macron est d'abord un choix personnel. Un monsieur que j'ai rencontré il y a quelque temps, un cadre algérien, me disait que Macron est allé à Canossa. Donc, il est parti parce que Houa lui-même est touché personnellement. Donc, ça le concerne lui d'abord. Alors vous pensez, Tarek Hafid, que Macron est victime d'un chantage marocain comme l'a été le Premier ministre espagnol? Totalement. Pedro Sanchez. Totalement. D'accord. Pegasus a permis d'avoir énormément d'informations sur ces deux dirigeants et peut-être même d'autres. Donc il y a cette situation. Premièrement, donc c'est un choix personnel. Deuxièmement, c'est un choix effectivement en disant que voilà, nous avons demandé aux Algériens beaucoup de choses, mais les Algériens finalement ne nous ont rien donné, dans le sens, c'est-à-dire dans l'esprit de la mémoire, c'est-à-dire l'esprit mémoriel
qui est en fait un concept beaucoup plus franco-français qu'on a voulu nous imposer, puisque nous, on est dans l'histoire. Nous, on n'est pas... Parce que quand on parle de mémoire, on peut perdre la mémoire, on peut... voilà. On peut ne pas reconnaître la mémoire. Voilà, exactement. On peut avoir des problèmes de mémoire, etc. Nous, on est vraiment dans l'histoire. Eux ne sont pas dans l'histoire. Ça, déjà, et puis, on le voit déjà à travers la lettre envoyée par l'Élysée le 1er novembre, avec le cas dramatique du shahid Arbi Ben Mhidi. Donc, il y a déjà ça. Deuxièmement, quand on voit la réaction de la lettre envoyée par Macron, donc pour reconnaître pour soutenir le plan d'autonomie, il n'y a pas eu beaucoup de réactions de la classe politique française. C'est-à-dire que ça ne se limite pas uniquement. Il y a eu, le Parti socialiste, le Parti communiste et les Verts. Des associations de la société civile. D'accord, mais c'est-à-dire que la classe politique en elle-même est d'accord. Et en premier lieu, on va dire la seconde force politique, donc l'extrême gauche, représenté par M. Mélenchon, qui est lui-même pro-marocain jusqu'à la moelle, donc et anti-indépendance ou autodétermination du Sahara occidental. Donc déjà de ce côté-là, en fait, on peut dire que ça arrange partout. Mais là où les Français sont en train de fauter, en fait, puisque c'est ça le cœur de la question, c'est la question économique. Dans le Maghreb, actuellement, en Afrique du Nord, il n'y a que 2 pays qui ont la capacité de mettre de l'argent pour des projets d'infrastructure. Et en fait, il y en a 2, c'est l'Algérie et la Libye. Sauf que la Libye est totalement instable, et donc il y a l'Algérie, c'est-à-dire que si des entreprises... c'est un marché de 44 millions d'habitants, c'est énorme, qui ont quand même un pouvoir d'achat. Qui a toujours des besoins en termes d'infrastructure, c'est-à-dire que la commande publique, elle est très très présente. Chaque année. Et que c'est la réalité, elle est là. On ne peut pas logiquement aller envoyer ces entreprises chercher des marchés dans un pays qui est hyper endetté comme le Maroc. C'est totalement illogique. Donc les 10 milliards de dollars de contrats... C'est un marché de dupes. Ben, tout à fait. Les 10 milliards de contrats, en fait, c'est quoi? C'est les Français qui vont mettre la main à la poche et qui vont imposer. Donc en fait, c'est un système d'endettement du Maroc vis-à-vis de la France, parce qu'ils n'ont pas les fonds. Ils vont peut-être essayer d'avoir des enveloppes, des crédits de la part, ou même des dons, mais ils ne seront jamais très importants des amis du Golfe. Mais ça ne va pas dépasser ce stade. C'est pour ça que tout ce qui a été fait durant cette visite... La presse française qui a encore un peu de marge de manœuvre, certains titres disent que Macron est revenu bredouille et qu'il n'a rien obtenu en échange de ce qu'il a donné au Marocains. Tout à fait. C'est pour ça qu'on parle d'un marché de dupes. C'est exactement ça. Et puis, en plus, maintenant, Macron la question... a donné quelque chose sur laquelle il n'a aucun droit. Mais tout à fait, la question du Sahara occidental. Déjà, en tant que pays quand même qui compte en Europe, donc le fait d'enfreindre déjà les arrêts de la Cour européenne. Il y a la Cour de justice européenne, il est membre du Conseil de sécurité, donc il enfreint même des résolutions que l'État français a adoptées au sein du Conseil de sécurité. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Maroc et la France, en fait, ils sont exactement dans la même situation. Le Sahara occidental est un territoire non autonome au même titre que la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que même la France colonise actuellement et considère d'autres territoires, notamment celui de la Nouvelle-Calédonie. Très bien. Pour aller dans le sens que vous avez développé, Tarek Hafid, il y a des médias français aujourd'hui qui réclament l'ouverture du dossier Pegasus. La presse française, ou du moins certains titres, veulent savoir si Macron, actuellement, ne fait pas l'objet d'un chantage de la part des Marocains. Bon courage à eux. Moukhrana Touarabi, alors... Par son attitude, le président Macron a bafoué clairement le droit international, notamment en annonçant l'ouverture prochaine d'un consulat au Sahara occidental occupé. Cela est d'autant plus grave que cela vient d'un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, duquel il est attendu qu'il respecte et fasse respecter le droit international. Ce changement de cap n'est-il pas à considérer comme une déclaration de guerre au peuple sahraoui?
La France a fait la guerre au peuple sahraoui depuis les années 70 et aujourd'hui cette guerre est en train de se poursuivre. Oui, tout à fait. En 76, sous Giscard d'Estaing déjà, la France a envoyé ses avions au Sahara occidental. Donc la France est partie prenante du conflit. C'est même le parrain du colonisateur marocain, c'est le protecteur aussi. Aujourd'hui encore, il vient au secours d'une monarchie mise en difficulté en interne et à l'étranger. Après des revers enregistrés au niveau international, il y a cette bouée de sauvetage jetée par Macron pour sauver son ami le roi. La monarchie marocaine, depuis les années 60, a toujours été protégée et soutenue par les hommes politiques, les dirigeants politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite français. Aujourd'hui encore, Macron, avec le revirement de dernière minute, parce qu'on ne le voyait pas, même si ça reflète justement cette forme d'interdépendance entre les deux pays, parce que leurs intérêts convergent, notamment par rapport à l'Afrique. Donc le Maroc agit en Afrique sous le même angle occidental que la France. Il est le serviteur des intérêts français. Aujourd'hui, il veut se positionner comme le seul garant de ce qui reste comme intérêt à la France, notamment dans la sous-région. La position de Macron va dans ce sens où aujourd'hui la France, qui est en difficulté en Afrique, cherche aussi une porte de sortie, un moyen de revenir en Afrique, une porte d'entrée plutôt qu'une porte de sortie, à travers le Maroc. Et le Maroc... c'est une transaction en définitive, tout à fait, une transaction sur le dos d'un peuple qui s'appelle le peuple du Sahara occidental, sur le dos, en bafouant le droit international. La République française, justice, égalité... voilà la preuve que ce n'est que des slogans. Quand les intérêts nécessitent de bafouer le droit international, ils n'hésitent pas à le faire. Ils l'ont fait depuis toujours. Aujourd'hui, ils continuent à le faire. En bafouant le droit international, la France s'est montrée qu'elle n'a que des intérêts. Et elle pas de continue principe. À faire la guerre au peuple sahraoui. Elle continue à faire la guerre. En tout cas, dans toutes les batailles menées par le peuple sahraoui, elle n'a pas trouvé uniquement le Maroc seul. Elle a toujours trouvé le Maroc soutenu par la France. Qui est porté par la France. Merci, Mpone Touarabi. Docteur Ahmed Ben Saada, toujours autour de l'attitude ou du repositionnement français. Alors, tous les présidents français ont maintenu un équilibre entre l'Algérie et le Maroc, mais cette nouvelle décision de Macron ne sert absolument pas l'objectif de la paix au Sahara occidental. Au contraire, on l'a vu, elle justifie et aide à consolider le fait colonial dans ce territoire. Cette séquence n'a-t-elle pas ainsi définitivement, selon vous, enterré tout espoir de réconciliation entre l'Algérie et la France, du moins tant que Macron sera encore au pouvoir? En fait, c'est sûr que la position de Macron, telle qu'elle a été prise de manière, à mon avis, unilatérale et personnelle, n'aide pas les relations avec l'Algérie. Et il faudra très probablement attendre que Macron soit remplacé à la tête de l'État français pour qu'il y ait une nouvelle page qui va être ouverte entre l'Algérie et la France. Monsieur Macron souffre, d'après des spécialistes, des spécialistes qui sont au courant de la psychologie de l'individu, de narcissisme. Il a des décisions. En fait,
il est incompréhensible. Et vous vous rappelez que pendant sa campagne électorale en 2017, il est venu, il a dans une télévision algérienne, il a dit que le colonialisme était un crime contre l'humanité. Oui. Et donc maintenant, en 2017, on est en 2024, là, il appuie la colonisation d'un pays qui lutte depuis très longtemps pour son indépendance. Donc vous voyez que, en fait, il a un comportement tout à fait erratique. Une fois, il veut être conciliant avec les Algériens, et une autre fois, il va dire que en fait, l'Algérie a été créée par la France en 1830. Donc, son discours c'est un discours complètement erratique. Ses décisions sont complètement erratiques, oui. et les Français se sont rendus compte justement dans quel bourbier ce président les a mis. Oui, les a mis. Depuis qu'il est au pouvoir, la France a vraiment beaucoup perdu de sa crédibilité, a perdu énormément de marché. Je vous rappelle la gifle monumentale qu'ils ont reçue pour le contrat de livraison de sous-marins pour l'Australie. Vous vous rappelez de cela? Donc, et ça va de bourde en bourde. On pourrait écrire carrément un lexique des bourdes de Macron depuis qu'il est au pouvoir. Mais il y a un déclassement français, Dr Ahmed Bensaada. Complètement, mais alors complètement une décrédibilisation, oui. Surtout que ça vient dans le contexte actuel où on voit que l'Occident vraiment n'a pas de valeur. Oui. C'est-à-dire c'est l'Occident qui était, disons, qui se voulait le parangon de la liberté d'expression, le parangon des droits de l'homme, etc., oui. de la libération de l'homme, de la situation des causes justes, oui. Au moins dans l'apparence, même si en réalité ils n'ont jamais été comme ça. Mais au moins il y avait un discours de ce type-là, un discours entre parenthèses de lumière. Maintenant, il n'y a ni le discours, ni les actes, il n'y a rien. Exactement. Il n'y a absolument rien. Nous vivons dans un monde absolument... nous vivons dans la jungle complète. Les résolutions des juridiques internationales sont complètement bafouées. Les gens sont L'Occident est dans un état de déchéance morale. En complète déliquescence. Oui, on le voit avec la Palestine. On le voit avec la Palestine, et aussi on le voit avec le Sahara occidental. On le voit aussi avec le double standard avec l'Ukraine, oui. On le voit avec le Sahara occidental, et on voit aussi d'un autre côté un conglomérat de pays qui cherchent à complètement s'éloigner de l'Occident, qui est les BRICS. On le voit clairement que la plupart des pays vont chercher en fait quelque chose qui va les aider au développement, qui est les BRICS. L'Occident est complètement banni. L'Occident n'a plus de valeur humaine. Oui. Et vous savez, ce n'est pas en fait la richesse, ce n'est pas le PIB qui fait qu'un pays est riche, mais c'est ses valeurs. L'Occident actuellement perd ses valeurs, et perd dans tous les plans. Et il cherche juste à créer des centres de désolation, créer des guerres, alimenter des conflits pour soi-disant son intérêt, mais en fait c'est pas vrai. Oui. Les gens ne sont pas dupes. Nous vivons dans une ère de l'information, nous vivons dans une ère où les médias sociaux sont extrêmement présents et extrêmement au fait des choses. Absolument. Malgré la censure qui s'abat et les fake news, etc., les gens sont informés à la seconde même où l'événement se passe. Et avec ça, l'Occident perd énormément dans tous les plans. L'Occident montre son visage hideux, son visage de violence, de haine et de sang. Absolument. Merci beaucoup, Dr Ahmed Bensaada. Alors, il nous reste à peu près 10 minutes de débat. Nous avons encore 2 ou 3 questions importantes à aborder. Toujours par rapport à la reconnaissance par Macron de la prétendue marocanité du Sahara occidental, Tarek Hafed. Mais est-ce que l'appui français va changer quelque chose à la donne juridique de la question sahraoui? Est-ce que vous pensez que cela va impacter sur le dossier? Non, pas du tout. Aucun État n'a la capacité d'impacter sur ce dossier qui
qui est sur les tablettes de l'ONU depuis des décennies. Comme une question de décolonisation. C'est une question de décolonisation. Oui. Je pense que maintenant, l'État qui est en train de faire pression, de tout fausser, c'est les États-Unis. Tout est entre les mains entre les mains de Washington. C'est ce qu'on a vu déjà depuis quelque temps. Oui. Notamment, ça s'est concrétisé à travers la dernière résolution où c'était vraiment flagrant. Les Américains ne veulent pas d'un État indépendant, un Sahara occidental indépendant, et donc ils font tout pour conduire les Sahraouis vers la question de l'autonomie. Du compromis. Et d'ailleurs, même le mot compromis, déjà, est bien cité, me semble, 2 fois dans la dernière résolution du Conseil de sécurité. Et ce qu'on a vu la dernière fois avec l'envoyé personnel, M. de Mistura, quand il a fait la proposition de partage du territoire en deux, c'est un grand coup de bluff pour dire, voilà, j'ai essayé de faire ça, mais maintenant je vais me concentrer sur l'autonomie. Et c'est sa mission. Ça a été clairement dit par l'ambassadrice des États-Unis ici à Alger, qui a dit que l'autonomie, c'est la mission de de Mistura. Donc il faut suivre avec intérêt cette question. Donc il n'y a aucun État, le seul État qui est en train de dire... Les fondamentaux du conflit n'ont pas changé. C'est une question de décolonisation. Et le règlement passe par un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. Avec un troisième élément, c'est que la guerre a repris et que les Sahraouis sont en train de lutter. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Tarek Hafid, Macron a réussi le tour de passe-passe de vendre au Maroc quelque chose qu'il n'a pas. Donc c'est le don de celui qui ne possède pas à celui qui ne mérite pas. Donc c'est le droit qui confère la légitimité de la souveraineté sur les territoires et non les États tiers. Merci Tarek Hafid. Alors, on va aborder la question de la résolution Moukhané-Touarabi. Alors le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté le 30 octobre 2024 une résolution sur le conflit du Sahara occidental. Il a approuvé la prorogation pour 1 année supplémentaire du mandat de la MINURSO. Alors, comment parlons d'abord du Front Polisario et de la RASD. Comment la RASD et le Front Polisario ont-ils accueilli cette résolution? Ils l'ont accueilli avec beaucoup de déception parce que ils s'attendaient à une résolution à la hauteur des exigences de la situation sur le terrain. Aujourd'hui, la situation de statu quo qui arrange beaucoup plus les Marocains que les Sahraouis a trop duré. Encore une fois, proroger le mandat pour le proroger ne sert à rien parce que la réalité sur le terrain n'a pas changé. La MINURSO n'assume pas pleinement sa mission pour laquelle elle a été créée. C'est une mission pour organiser le référendum pour l'autodétermination et non pas pour observer ou rester sur place pour entretenir en quelque sorte le conflit. Aujourd'hui, il y a le statu quo qui est mis en place à travers une succession de résolutions qui sont toutes pareilles, qui sont écrites par les mêmes puissances. C'est les États-Unis qui est le porte-plume du Conseil de sécurité. Encore une fois, il a imposé la résolution. Il a même veillé à ce que l'aspect des droits de l'homme, la violation des droits de l'homme, ne figure pas dans cette résolution. Encore une fois, dans les missions de la MINURSO, et même en évoquant le fait que le haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies n'a pas pu se rendre 9 fois, à 9 reprises, dans les territoires occupés du Sahara. La résolution maintenant invite le Maroc à autoriser les missions du Haut Commissariat. Mais il y a tellement de violations des droits de l'homme là-bas qu'on a passé sous silence qu'aujourd'hui, les Sahraouis, ce qu'ils attendent, ils attendent des résolutions qui vont apporter des solutions. Une solution qui va sortir du statu quo. Sortir du statu quo, donc aller vers l'organisation de ce référendum qui va permettre au peuple du Sahara occidental de s'exprimer et de fixer sa destinée. Bien, Moukhané-Touarabi. Docteur Ahmed Messaada, la résolution dont nous parlons, l'Algérie n'a pas participé au vote.
Oui, elle n'a pas participé au vote. En fait, il fallait dire, comme on peut peut-être répéter un peu ce que mes collègues ont dit, c'est que ce texte a été présenté par les États-Unis et il a été écrit par les États-Unis et mené de bout en bout par les États-Unis. Oui. L'Algérie avait avait 2 amendements. Le premier amendement, c'est qu'elle aurait noté, elle voulait que une composante des droits de l'homme figure dans ce texte, et ça a été en fait ça a été rejeté. Donc il y a deux amendements. Le premier, c'était que le Conseil devait noter avec une profonde inquiétude que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme n'a pas pu se rendre au Sahara occidental pour la 9e année consécutive. Oui. Le deuxième, c'était d'élargir le mandat de la MINURSO afin qu'elle recense les violations du droit international humanitaire et les violations des droits humains et atteintes à ceux-ci commises au Sahara occidental. Alors ces 2 amendements n'ont pas été acceptés. Alors que toutes les missions de l'ONU ont cette prérogative. Exactement. Oui. Donc, et même le représentant, notre représentant auprès de l'ONU a dit que le Conseil risque d'être accusé de double standard au détriment du peuple du Sahara occidental. Et donc, la non-acceptation de ces 2 amendements au texte a fait que l'Algérie n'a pas voulu participer. Elle ne s'est pas abstenue du tout, elle n'a pas participé à ce vote. Oui. L'Algérie a remis en cause la neutralité du porte-plume, du penholder des États-Unis, comme le dit Tarek. Pas juste l'Algérie, on a aussi remarqué aussi la position de la Fédération de Russie, qui était le délégué russe a abondé dans le même sens que l'Algérie. Donc en fait, le délégué russe s'est même interrogé, c'est écrit noir sur blanc, s'est même interrogé sur le rôle du porte-parole dans ce dossier. Donc il y a une partialité qui a été vue dans le texte et qui n'a pas tenu compte des avis de tous les membres du Conseil de sécurité. Voilà. Donc il faudrait toujours mettre en exergue que la question du Sahara occidental est une question de décolonisation, et la dernière de l'Afrique. Donc, et pour cela, il fallait être beaucoup plus clair et noter aussi les différentes manquements aux droits de l'homme. Il nous reste 1 minute, Dr Ahmed Ben Saada, donc nous terminons avec vous. Alors, ce qu'il faut dire de ce voyage de Macron au Maroc, Macron est allé, comme l'a dit très bien M. Tarek Hafid, est allé à Canossa. Il est allé, contrairement à ce que la France représentait comme droits de l'homme, comme en fait le berceau des droits de l'homme, comme membre du Conseil de sécurité et comme un pays qui défend les causes justes. Donc Macron s'est complètement fourvoyé, et fourvoyé pour rien, parce qu'il y a des résolutions, il y a des arrêts de cour internationales qui ont définitivement dit que cette terre appartient aux Sahraouis, et cette terre appartiendra aux Sahraouis, quelle que soit la position, soit de M. Trump ou de M. Macron ou de M. Netanyahou. Cette terre restera et deviendra sous peu, Inch'Allah, une terre qui appartient aux Sahraouis. Voilà. Merci beaucoup, Dr Ahmed Ben Saada. Écoutez, le peuple sahraoui a perdu confiance en l'ONU, en ce Conseil de sécurité qui maintient le statu quo. C'est la raison pour laquelle les Sahraouis ont repris la lutte armée, et ils ont compris que la liberté est au bout du fusil. Tant que le Conseil de sécurité de l'ONU n'aura pas fait son travail, les Sahraouis affirment, réitèrent que leur lutte continuera jusqu'à la liberté. Merci beaucoup, Tarek Hafid, d'avoir eu la gentillesse de répondre favorablement à notre invitation. Aïtou Arabi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Grand Angle. Merci beaucoup, Dr Ahmed Ben Saada, pour avoir été avec nous également. Alors, vous l'aurez compris, chers amis auditeurs et auditrices, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Grand Angle.
En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. À la réalisation, il y avait Khaled. À la console technique, il y avait nos deux amis, à savoir Sidali et Hakim. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.